Bonjour à tous, bienvenue dans ce contexte live. Comme c'est notre premier rendez-vous de l'année, je vais commencer par vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2025. On espère qu'elle sera riche en lois, en décrets, en règlements, en directives, en bref, plein de textes que Contexte pourra suivre de près. Et puis évidemment, on souhaite aussi que cette année soit riche en scoops et en documents exclusifs. Mais bon, c'est le cas un peu à chaque fois, donc je suis pas très inquiet pour ce qui concerne notre rédaction. On se retrouve aujourd'hui pour échanger sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est le marché commun du Sud. Il réunit 5 pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Et après de longues négociations, cet accord a été finalisé le 6 décembre. On va voir cependant que l'histoire ne s'arrête pas là. Le texte inquiète en effet beaucoup d'acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et des pays comme la France ou la Pologne sont opposés d'ores et déjà à sa ratification. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la ratification de cet accord. Pour en parler, j'ai avec moi Arthur Bamas, qui est journaliste de Contexte Agro à Bruxelles. Bonjour Arthur. Bonjour Yann, bonjour tout le monde. Arthur, je crois que tu as profité des vacances pour lire le texte de l'accord en intégralité, puisqu'il est enfin disponible. Oui, tout à fait, j'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que 2 semaines, c'était pas de trop pour éplucher tout ça. Alors avec moi, il y a aussi 2 journalistes de notre rédaction parisienne, Anna Jouillet, qui travaille également pour Contexte Agro. Bonjour Anna. Bonjour Yann, bonjour à tous. Et Virginie Riva de Contexte Pouvoir, que les habitués de nos lives connaissent bien. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Alors au programme ce matin, on va d'abord faire un rapide historique en essayant de comprendre pourquoi cet accord a été si difficile à trouver entre les 2 zones économiques. Ensuite, on verra pourquoi l'adoption en décembre est un échec cinglant pour la France, un échec qui illustre aussi la perte d'influence de notre pays sur la scène européenne. Dans une troisième partie, on verra comment va se passer concrètement, la ratification, à la fois du côté des États membres, donc le Conseil européen, et du côté du Parlement européen, les eurodéputés. Et puis dans une dernière partie, une quatrième et dernière partie, on va parler des conséquences sur le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et puis de la réaction à venir des lobbies qui défendent ces entreprises. On part pour 45 minutes d'échange environ, comme d'habitude. Et en ce qui vous concerne, vous pouvez à tout moment poser vos questions directement dans l'espace chat. On s'efforcera d'y répondre en direct. Vous pouvez aussi réagir aux échanges et les prolonger toujours dans l'espace chat. Vous pouvez commenter ce qui est dit par nos intervenants. Et pour accéder au chat, c'est le lien qui est à droite de votre écran. Arthur, on commence avec toi pour cette première partie. On va remonter un peu dans le temps. On dit que les négociations sur l'accord UE-Mercosur ont commencé il y a 25 ans. Sans remonter aussi loin, est-ce que tu peux nous dire ce qui a coincé ces dernières années ? Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, donc on entend parler de cet accord avec le Mercosur depuis près de 25 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 90, les États membres de l'Union européenne ont donné à la Commission européenne un mandat pour négocier un accord commercial donc entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, ce qui a ouvert en fait à partir de 2000 une très longue période de négociation, puisqu'entre 2000 et 2019, il y a eu des échanges récurrents, mais des échanges qui ont parfois été interrompus, parfois même pendant plusieurs années, parce qu'il y avait déjà des inquiétudes, en particulier sur les conséquences agricoles de cet accord. Et finalement, en fait, les négociateurs de l'Union européenne et du Mercosur ont annoncé en 2019 avoir trouvé un compromis. Le problème, c'est que ce compromis a été plutôt mal accueilli. Il y a certains États, en particulier la France, qui ont très vite expliqué que ce texte ne répondait pas à leurs préoccupations, notamment sur les questions agricoles. Mais il y avait aussi beaucoup à l'époque de préoccupations environnementales sur les conséquences environnementales de ce texte. À l'époque, l'Allemagne était dans ce camp et il y avait notamment Angela Merkel qui expliquait que les engagements environnementaux pris par le Brésil, qui était alors dirigé par Bolsonaro, n'étaient pas suffisants. Donc en fait, face à cette levée de bouclier, la Commission européenne a décidé de revenir à la table des négociations, ce qui a eu le don d'ailleurs à ce moment-là d'agacer les pays du Mercosur. Ce qui s'est passé entre 2019 et 2024, c'est donc que la Commission européenne est arrivée avec un instrument additionnel, c'est-à-dire un document
regroupant plusieurs mesures, plus nouvelles clauses pour renforcer la durabilité de cet accord. Et de leur côté, les pays du Mercosur, en particulier le Brésil, ont essayé de négocier des choses supplémentaires sur des questions plus économiques qu'on pourra traiter après. Et donc finalement, on est arrivé le 6 décembre 2024, comme tu l'as dit, à l'annonce qu'on avait une conclusion des échanges entre les négociateurs et donc un nouveau compromis. Alors, Virginie, on sait que l'Union européenne a longtemps été adepte du libre-échange, de l'ouverture des frontières pour développer le commerce avec le reste du monde, mais la France, elle, porte une vision un peu différente. Oui, effectivement, en France, Yann, les accords commerciaux ont extrêmement mauvaise presse. Et la classe politique le sait bien. L'illustration, c'est, vous vous en souvenez sans doute, l'année dernière au Sénat, la classe politique a rejeté, les sénateurs ont rejeté l'accord du CETA, donc le traité UE-Canada cette fois-ci, à 82% des voix, et c'était des voix de droite qui se sont mêlées aux voix de gauche pour s'opposer à ce traité qui, lui, était soutenu à l'époque par le gouvernement. À l'époque, c'est notamment, on dit que c'est Bruno Retailleau qui voulait faire un coup avant les européennes. Mais c'est pour expliquer aussi la politisation de cette opposition aux accords en France. Sur le Mercosur, la différence, c'est que on est plus isolé, mais effectivement, c'est un vrai irritant dans l'opinion publique. Et surtout, toutes les démocraties européennes traversent des crises agricoles. Donc la possibilité d'introduire des clauses miroirs fait plus tellement débat, mais en revanche on reste très isolé parce que chez nous il y a un degré de sensibilité qui est encore plus important. Et ce qui est marrant, c'est que ce que disent certains acteurs qui connaissent les négociateurs des deux côtés, ils disent que finalement l'opinion a évolué Oui. depuis 20 ans, mais que eux n'ont pas évolué. C'est-à-dire que eux ont toujours le même logiciel, c'est le combat de leur vie, et ils n'ont pas pris en compte justement les évolutions sociétales, les évolutions de l'opinion, intégrer la crise agricole qui traverse toutes nos sociétés européennes. Donc l'administration européenne n'a pas suffisamment évolué sur ces questions. Oui, et côté aussi Amérique latine. Ouais. Et aussi côté Amérique latine, d'accord. Alors malgré tout, malgré cette opposition de la France, Arthur, il y a bien un nouvel accord de libre-échange qui est sur la table, tu l'as rappelé. On va faire simple et basique pour commencer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Qu'est-ce qui va changer? Alors le plus important, c'est que s'il venait à entrer en vigueur, cet accord commercial serait le plus important jamais signé par l'Union européenne. Et en termes de volume et de valeur des échanges commerciaux, ce serait aussi probablement l'un des plus importants au monde, puisqu'il concerne deux zones très vastes. En fait, concrètement, il prévoit un abaissement réciproque des barrières douanières, donc aussi bien du côté du Mercosur que du côté de l'Union européenne. Et cet abaissement des barrières douanières a été négocié vraiment au cas par cas, donc pour le secteur de l'automobile, le secteur de la chimie et aussi donc le secteur de l'agriculture. Dans le cas de l'agriculture, c'est assez intéressant parce qu'il y a pour l'Union européenne à la fois des secteurs offensifs, c'est-à-dire que cet abaissement des tarifs douaniers permettront à l'Union européenne d'exporter plus facilement vers les pays du Mercosur certains produits pour lesquels elle est beaucoup plus compétitive que le Mercosur. Donc là, c'est par exemple les fromages, les vins et spiritueux. Mais il y a aussi beaucoup de secteurs défensifs, c'est là qu'il y a plus d'inquiétude. C'est en particulier justement les produits issus de l'élevage, donc le bœuf. Et là-dessus, la Commission européenne essaye vraiment de rassurer en expliquant qu'on n'a pas négocié une libéralisation totale des échanges, mais qu'on a négocié donc un abaissement des tarifs douaniers dans certaines limites. C'est peut-être plus parlant avec un exemple. En fait, pour le bœuf, ce qui est dans le texte qui est présenté aujourd'hui, c'est de donner la possibilité aux États du Mercosur d'exporter vers l'Union européenne chaque année 99 000 tonnes de viande de bœuf qui bénéficieraient alors de taux de droits de douane à hauteur de 7,5%. En comparaison, en 2023, l'Union européenne a déjà importé, je crois, un peu plus de 190 000 tonnes de bœuf, mais donc pas avec les mêmes tarifs douaniers. Du côté de la volaille, ce quota, parce que c'est aussi un sujet important, il est fixé à 180 000 tonnes. Et donc, en plus de cette libéralisation des échanges, les parties des deux côtés ont négocié des clauses, par exemple sociales, environnementales, économiques, qui sont là pour essayer de contrôler les conséquences de cette intensification des échanges commerciaux. Alors, Arthur, avant de te rendre la parole, peut-être... Pardon, j'ai un petit écho dans mes écouteurs, excusez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Pour le moment, il
La première question n'est pas encore arrivée, donc je vous propose de poser directement la deuxième question. Comme ça, tout le monde se sentira plus libre. Arthur, tu as suivi de près la dernière ligne droite des négociations, donc ça c'était en décembre, et sans surprise, à la fin, c'est sur les questions environnementales que l'accord a un peu coincé. Oui, exactement. Donc, comme on l'expliquait, il y a eu un premier compromis en 2019 qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Et en fait, la dernière ligne droite des négociations, c'est un peu ce qui s'est passé de 2019 à 2024. Donc, c'était pas vraiment un sprint, mais plutôt vraiment un nouveau marathon de négociations. Pendant cette période, il y a surtout eu du côté du Mercosur des demandes économiques. Alors clairement, c'est des sujets que je maîtrise moins puisque je travaille moins dessus au quotidien, mais de ce que je comprends, c'était surtout des choses qui étaient demandées en particulier par le Brésil pour faire en sorte d'éviter d'exposer les entreprises brésiliennes à une concurrence déloyale d'entreprises européennes qui seraient beaucoup plus compétitives pour répondre à des marchés publics au Brésil ou dans d'autres États du Mercosur. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'en fait, c'est ce que l'Union européenne a essayé de négocier depuis 2019 et ce qu'elle a réussi à inclure dans le texte. Donc concrètement, ce sont surtout des demandes environnementales. La première et celle qui est vraiment présentée comme une mesure phare, c'est le fait de faire de l'accord de Paris sur le climat une clause essentielle de cet accord commercial. Ce qui veut dire que si un pays venait à prendre une mesure ou par exemple qui irait à l'encontre de cet accord de Paris sur le climat ou décidait finalement de sortir de cet accord de Paris, les autres États pourraient décider de suspendre l'application de l'accord commercial. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi l'Union européenne a essayé d'obtenir plus d'engagement en matière de lutte contre la déforestation, qui est un gros sujet au Brésil et c'est un sujet qui est lié à des importations de plein de produits, notamment des produits agricoles. Et une autre chose qu'on peut mentionner, c'est que le volet agricole du texte, donc les quotas d'importation dont j'ai parlé juste avant, en fait, est quasiment inchangé par rapport à ce qui avait été présenté en 2019, puisque le volet agricole n'était vraiment pas du tout au cœur des négociations entre 2019 et 2024. Le problème pour la Commission européenne, c'est que le compromis final qu'elle a annoncé le 6 décembre 2024, on voit qu'il suscite toujours pas beaucoup d'enthousiasme. Alors, on a une petite question, c'est un peu une colle pour toi, Arthur. Tu as parlé d'un taux de 7,5%, mais Hénard de Clermont-Tonnerre te demande quel était le taux avant. Alors, 7,5, je ne sais plus sur quelle marchandise c'était. Alors, 7,5%, c'était sur le bœuf. Je vous avoue, je me souviens plus. Je me souviens donc des volumes qu'on importe. Mais je vais pouvoir vérifier, vous envoyer ça assez vite. Ça doit être, normalement, les chiffres sont disponibles sur le site de la Commission européenne. Ok, bon, on va rechercher ça pour vous. Paul-Henri Lava nous souhaite déjà ses meilleurs vœux, et on le remercie. Et il nous demande, qu'en est-il de la question de la division de l'accord pour en faciliter et accélérer sa ratification? Ça, on va l'aborder dans quelques instants, donc je me permets de mettre cette question de côté pour le moment. Christian Spiegeler, quelles conséquences politiques à attendre pour l'UE si la Commission devait passer outre l'opposition de la France? Pareil, on va y venir dans un instant. Minorité de blocage, on va en parler. N'oublie pas vos questions, simplement. Camille Goffinet nous demande quels mécanismes spécifiques seront mis en place pour garantir que les engagements environnementaux pris par les pays du Mercosur, notamment en matière de lutte contre la déforestation, seront respectés et suivis d'effets concrets. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus, Arthur? Alors justement, de ce que je comprends des discussions que j'ai pu avoir avec différentes sources à Bruxelles depuis le 6 décembre 2024, c'est un gros sujet d'inquiétude. C'est-à-dire que la Commission européenne, en particulier la Direction générale au commerce, nous a expliqué qu'il y avait donc des engagements qui sont pris, qui ont été inclus dans l'accord pour lutter contre la déforestation, et surtout que cet accord commercial ne permettrait pas aux pays du Mercosur de contourner le règlement déforestation qui a été le sujet d'un autre vote là récemment et qui devrait entrer en vigueur donc d'ici un an. En fait, concrètement, c'est un gros sujet. Le sujet d'inquiétude, pour préciser un petit peu, c'est que cet accord prévoit une clause dans laquelle les États qui considèrent qu'une mesure prise par l'autre partie, par exemple par l'Union européenne, si elle considère que cette mesure en fait porte préjudice à son accès au marché
qui est prévue par l'accord commercial, elle peut demander des mesures, De enfin, elle peut demander, oui, voilà, tout à fait, des mesures de compensation. Et en fait, ce qui inquiète beaucoup, c'est que là, on a vraiment deux interprétations différentes. La Commission européenne nous explique qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord avec le Mercosur, le règlement déforestation sera déjà en vigueur, donc il ne pourra pas être concerné par cette possibilité. Mais il y a d'autres, notamment des organisations environnementales, qui craignent effectivement que le Brésil en particulier se serve, qui est très critique du règlement déforestation, se serve de cette possibilité, de ces clauses, pour décider de contourner le règlement déforestation. Merci Arthur. Je n'oublie pas vos questions, mais on va attaquer la deuxième partie de ce contexte-là et on va parler un peu du rôle de la France dans ces négociations avec toi, Virginie. On va remonter un petit peu en arrière avant les européennes. À ce moment-là, Thierry Breton est encore le commissaire européen français. Et à l'image du gouvernement, il n'a pas très envie qu'un accord soit trouvé. Effectivement, et ce qu'on nous a raconté, c'est une source proche du président qui nous a raconté qu'il y a eu un entretien bilatéral entre Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron avant les européennes et qui lui a explicitement demandé de ne pas remettre le sujet sur la table avant les élections européennes. Donc, ce qu'elle a fait a priori, hein, il y aurait un deal. L'utilisation politique que tu as. Oui, parce qu'on exactement, puisqu'on sortait de la crise agricole en France, effectivement, et Macron craignait pour le résultat. Bon, le fait c'est que il a quand même fait un score délicat pour la majorité présidentielle aux européennes, donc ça n'a rien changé, même si le dossier n'a pas émergé à ce moment-là. Mais là, justement, intervient la dissolution. Tout à fait, la campagne électorale, voilà. La période d'incertitude après le résultat, et là, la voix de la France devient vraiment inaudible. Inaudible. C'est d'ailleurs là que Ursula von der Leyen en profite pour demander la tête de Thierry Breton, vous vous en souvenez, à la rentrée, ce qui ne ravit pas dans un premier temps Emmanuel Macron, mais bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, il nomme Stéphane Séjourné, et c'est surtout là qu'elle signe le traité, effectivement, un peu en catimini, en tout cas en catimini pour l'opinion, puisque effectivement, là, on n'est pas du tout préparé. La France n'est pas préparée à ça. Et du côté de l'Assemblée nationale, on va essayer de se mobiliser. Donc voilà. Là, c'est encore une nouvelle politisation du débat. Du coup, il y a cette idée de, effectivement, se répartir un peu les rôles entre Michel Barnier, qui lance un débat 50-1 sur le Mercosur, et l'idée, c'est d'arriver à Bruxelles avec une unanimité pour dire, bah écoutez, voilà, notre opinion est complètement contre, donc vous ne pouvez pas passer au-dessus de la tête de la France, quoi. C'est pas une mauvaise idée pour peser à Bruxelles en invoquant l'argument démocratique, hein, c'est ce que les ministres à l'époque nous disent, hein, c'est un argument démocratique. Vous voyez bien que les Français n'en veulent pas, mais bon, malheureusement pour lui, il n'a pas totalement l'unanimité, puisque vous vous en souvenez, LFI... Le groupe insoumis n'a pas voté. Voilà, ils sont contre le traité, mais ils arrivent à dire que... Ils votent contre. Ils ne votent pas contre. Voilà. Ils sont contre, mais ne votent pas contre. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas tout à fait le même symbole que s'il était arrivé, évidemment, avec 100% à Bruxelles. Alors Anna, tu nous disais en préparant ce contexte-là que justement, à propos de ce vote à l'Assemblée nationale, c'était une demande forte des syndicats agricoles. Ils voulaient que ce vote ait lieu. On va parler des enjeux pour le secteur à la fin de ce contexte live, et c'est des enjeux qui ne sont pas négligeables, hein. Arthur a déjà commencé à citer quelques chiffres, mais on va dire qu'il y a des raisons qui sont moins avouables à cette forte mobilisation des syndicats. Tout à fait, Yann. Alors, pour remettre un peu de contexte, sans mauvais jeu de mots, le débat du Mercosur qui ont commencé du coup en novembre 2024 coïncide avec le début des manifestations agricoles. Et il faut quand même le souligner, c'est que ça a eu lieu 1 mois et demi avant les élections pour les chambres agricoles, qui ont commencé d'ailleurs le 7 janvier. Et en fait, ces élections, elles ont des enjeux financiers qui sont très importants. Mais d'ailleurs, comme toute élection, il est crucial de rassembler ses troupes sur le terrain, d'autant plus avec une coordination rurale qui était déjà offensive bien avant le début des débats sur le Mercosur. Et donc, pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui constituent ensemble le syndicat majoritaire, ils avaient à cœur de conserver leur soutien de la part de leurs élus, mais aussi de garder le capital sympathie qu'ils ont auprès de l'opinion publique et de la classe politique. Et pour cela, il leur fallait une justification forte pour expliquer leurs actions,
tant vis-à-vis de la classe politique que vis-à-vis des Français. Parce que dans la tête des Français, à l'époque, résidaient encore les promesses que Gabriel Attal leur avait faites au moment des premières manifestations en février 2024, notamment sur le GNR. Et en plus de ça, ce qui est vrai, c'est que tout semblait les planètes semblaient être alignées pour le syndicat majoritaire, parce que à l'époque, c'était donc Michel Barnier qui était Premier ministre, qui avait été ministre lui-même de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qu'en plus de ça, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était issue du même parti, donc des Républicains, et que les parlementaires semblaient porter les mesures de la FNSEA, comme le sénateur Laurent Duplon. Et malgré tout, il fallait se mobiliser pour montrer qu'on est actif Exactement. En anticipant les élections professionnelles. Exactement. Et c'est donc pour ça que la FNSEA a choisi le combat sur le Mercosur, précisément parce que cela lui évitait d'adopter une posture trop frontale avec un gouvernement qui était en accord avec elle et l'opinion publique qui était plutôt en phase avec leurs revendications. Et donc, du coup, ils ont fait le choix de paraître pour un syndicat partenaire avec le gouvernement, plutôt qu'un syndicat protestataire. Qui était plutôt le choix fait par ces syndicats concurrents, la coordination rurale et la confédération paysanne. Et cela, ça a aussi permis à la FNSEA, surtout, de créer une vraie dynamique où la France et les agriculteurs apparaissaient unis contre une Europe qui était perçue, selon eux, comme étant trop libérale, trop technocratique, anti-élevage et anti-forêt. Alors, ce que tu es en train de nous dire, Anna, c'est que pour les syndicats agricoles, mobiliser les troupes sur le sujet du Mercosur, c'est aussi une façon de peser dans des négociations sur d'autres sujets que le Mercosur. Ouais, alors tout à fait, il faut le reconnaître, la FNSEA a eu plusieurs belles victoires pendant cette courte période. C'est un peu la technique du chiffon rouge, en fait. On affiche une menace visible qui parle à l'opinion, et de l'autre côté, on négocie des choses sans avoir de pression médiatique ou de pression de l'opinion publique. Et certains acteurs d'ailleurs du secteur m'ont tous dit que c'était du très beau syndicalisme ce qu'ils avaient fait, parce qu'effectivement, pendant que nous, on se concentrait sur le Mercosur, la FNSEA a réussi à avoir gain de cause sur les promesses qui ont été faites par Gabriel Attal et Marc Fesneau, notamment sur les circulaires sur le contrôle unique. Alors, le contrôle unique, on va rappeler pour... Oui, le contrôle unique, c'est de demander à ce que dans les fermes des exploitations, il n'y ait qu'un seul contrôle qui soit fait et pas plusieurs contrôles chaque année. Exactement, et pas plusieurs contrôles comme c'était le cas. Et notamment, ça permet de limiter les contrôles qui sont faits par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Alors, l'autre débat du moment, c'est la proposition de loi Laurent Duplon. Et là aussi, la mobilisation sur le Mercosur a permis à la FNSEA de peser et d'obtenir des arbitrages. C'est ça. Alors, pareil, je reviens un peu dans le passé parce que ces arbitrages, ils ont été obtenus avant la motion de censure. Donc, ils sont plus forcément valables aujourd'hui avec le gouvernement Bayrou. Mais d'ailleurs, le texte sera examiné le 27 janvier au Sénat, la PPL Duplon. Et ce qui était intéressant dans cette PPL, c'est qu'elle poussait pour rendre les exploitations agricoles plus compétitifs, mais elle comportait des mesures qui allait forcément avoir un impact sur l'environnement, notamment sur limiter le rôle de l'ANSES. L'ANSES qui est donc l'organisme qui est censé autoriser les pesticides en France. Et ce que pousse cette PPL, c'est de donner le dernier mot au ministre de l'Agriculture et non plus à l'ANSES. Et avec mon collègue Hugo Théron, on a publié un document qui, à l'époque, montrait les positions de l'administration qui est rattachée au ministère de l'Environnement, qui étaient très défavorables, évidemment, à cette PPL. Et pour autant, Agnès Pannier-Runacher, qui était ministre à l'époque et qui est ministre reconduite aujourd'hui, n'a pas pu tenir ses positions publiquement parce que la position du gouvernement était plutôt de calmer la colère légitime des agriculteurs sur le Mercosur et donc de vouloir créer un lien de négociation avec eux. Donc, victoire là aussi, quoi. Alors, pour finir ce point sur la situation française, on peut regarder un peu du côté de l'exécutif. Dans cette situation politique un peu chaotique, qui est le pilote je crois que Virginie, sur cette question du Mercosur, Emmanuel Macron aurait envie de reprendre la main. Oui, d'ailleurs, il en a parlé dès lundi à la conférence des ambassadeurs, donc devant les ambassadeurs du monde entier réunis à l'Élysée, en disant que la messe n'était pas dite et que ça n'était qu'une signature.
On sent qu'il a envie de repartir effectivement en première ligne. Avec Michel Barnier, c'était différent parce que comme l'a très bien rappelé Anna, de par son tropisme agro et aussi son expérience européenne, évidemment, il s'était saisi du sujet. Il avait voulu aller dialoguer avec Ursula à Bruxelles. Il avait mis en scène aussi cette opposition du gouvernement. Ça se passait d'ailleurs plutôt bien entre les deux têtes de l'exécutif et ça peut perdurer, mais on imagine mal François Bayrou à ce stade prendre position. Il a d'autres chats à fouetter de toute façon pour l'instant. Après, si vous voulez, en termes d'intendance, on nous a dit que ça se passait très bien entre SGAE, le Quai et l'Élysée, notamment pour identifier les pays susceptibles de coaliser cette minorité de blocage dont on va parler avec Arthur, exactement. Donc ça va continuer. Et l'Élysée qui était à cette époque-là plutôt en pointe sur le combat géopolitique avec la tournée en Argentine, Brésil d'Emmanuel Macron. Donc ça se passait très bien. Voilà, maintenant on sait que Emmanuel Macron va reprendre le combat et il faut quand même souligner qu'il y a un risque c'est quand même un pari, il y a un risque politique très fort pour lui de mettre en scène aussi ce bras de fer. Et de le perdre. Et voilà, parce que le risque, il est quand même très gros de perdre le bras de fer face à Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui quand même très puissante en Europe. Merci Virginie. Alors, je vais repasser à vos questions. Arthur, encore une colle pour toi. C'est Paul-Henri Lava qui nous dit si Milei, donc le président argentin, décide de quitter l'accord de Paris sur le climat, est-ce que ça rendra l'accord en Mercosur caduc, puisque l'Argentine est l'un des 5 pays membres, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça rendra l'accord caduc dans son entièreté ou uniquement avec l'Argentine? Est-ce qu'on a une idée d'une réponse? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie, mais il me semble qu'il y a les deux possibilités, puisque cette clause essentielle peut être activée de plusieurs manières. Donc oui, il me semble qu'on peut obtenir une suspension à la fois pour un État, par exemple le temps qu'ils prennent une mesure, enfin qu'ils fassent machine arrière sur la mesure qui va à l'encontre de l'accord de Paris, ou alors obtenir la suspension de l'accord commercial dans son ensemble. Mais enfin, je crois que c'est ça. Il faut tout de même que je vérifie après. Effectivement, c'est un peu une colle. Et il y a encore une autre colle pour toi, c'est Lire Ado qui nous parle de l'argument de la quantité relative, souvent utilisé pour minimiser les risques économiques des imports potentiels, notamment de viande bovine. Donc c'est l'idée que les quantités représentent seulement quelques pourcents de la consommation européenne. Mais Lire aimerait en savoir plus sur savoir s'il y a eu des études de la part de la Commission pour mesurer l'impact en quantité d'importation exonérée de douane. Ces quantités, même si elles sont faibles, peuvent avoir un impact sur les prix globaux du marché. En gros, est-ce que des petites quantités peuvent avoir un impact sur les prix? Est-ce qu'on a eu des études de la part de la Commission là-dessus? Alors, je n'ai pas connaissance d'études qui auraient été réalisées par la Commission européenne. En fait, dans ces arguments, effectivement, elle s'en tient à dire, enfin, d'études sur les prix, pardon, les conséquences pour les prix. Elle s'en tient à expliquer que, par exemple, pour le bœuf, par exemple, pour le poulet, ça représente des pourcentages qui correspondent à 1,5 et 1,6% de la consommation totale de l'Union européenne. Donc, finalement, que c'est pour la Commission européenne un moyen de démontrer que ces quotas sont déjà auraient peu d'influence pour le secteur agricole européen. Après, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, la Commission européenne a vraiment été sous pression, en particulier du côté du Parlement européen, pour réaliser une étude comparative, c'est-à-dire qu'une étude pour voir un petit peu quelles seraient les conséquences cumulées de tous les accords de libre-échange actuellement en négociation. Et donc là-dedans, elle a évoqué justement les conséquences de l'échange, du projet d'accord commercial avec les pays du Mercosur. Il y avait aussi donc des chiffres qui étaient alimentés en plus avec les conséquences pour l'agriculture de l'accord avec le CETA, par exemple. Mais cette étude qui a été retardée pendant plusieurs mois, finalement, elle aussi a été très critiquée. Au Parlement européen, il y a beaucoup de groupes politiques qui considèrent qu'elle n'est pas assez solide, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte l'évolution de situations qui ont des conséquences très importantes pour l'agriculture européenne, en particulier les échanges commerciaux avec l'Ukraine.
Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires et de discussions autour de la possibilité d'un blocage au Conseil. Donc, on va attaquer directement la troisième partie de ce live. Ça commente déjà beaucoup. Je comprends tout à fait pourquoi. On va parler toujours avec toi, Arthur, de ce qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment va se passer le processus de ratification ? Alors, c'est peut-être un petit peu déceptif, mais la première chose qu'on va devoir faire, c'est attendre. Tout simplement parce qu'en fait, la Commission européenne, maintenant que ce qui s'est passé en fait en décembre 2024, c'est une conclusion des négociations, c'est-à-dire que les négociateurs du Mercosur et les négociateurs de l'Union européenne ont terminé leurs échanges et ont trouvé un accord. Maintenant, le texte de cet accord doit être examiné juridiquement et également traduit dans toutes les langues de l'Union européenne, donc c'est un processus qui prend plusieurs mois. Et pour qu'il entre en vigueur, cet accord, il doit être ratifié. Théoriquement, l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est un accord mixte, c'est-à-dire qu'il couvre à la fois des compétences exclusivement européennes, en particulier tout ce qui touche au commerce international, ce qui est la partie la plus importante de l'accord, mais il concerne aussi, dans une plus petite mesure, des compétences exclusivement nationales. Donc là, c'est par exemple ce qui va toucher aux clauses concernant le social. Et donc, le processus de ratification d'un accord mixte, a priori, est très contraignant. C'est-à-dire que il doit être ratifié à l'unanimité par tous les États membres donc réunis au Conseil. Il doit ensuite être voté favorablement par le Parlement européen. Et surtout, il doit aussi être validé par tous les parlements nationaux des 27 États membres. Et c'est surtout là-dessus que, en fait, peut y avoir beaucoup d'inquiétudes pour le camp pour la ratification. Et en fait, la Commission européenne a aussi une deuxième possibilité, c'est celle de la scission, c'est le fait de scinder l'accord en deux textes. Un texte qui serait un peu un accord intérimaire qui concernerait exclusivement les compétences européennes, et un deuxième texte beaucoup plus court qui concernerait ce qui reste, en fait, ce qui relève de compétences nationales. Et là, en fait, le processus de ratification de l'accord intérimaire, il est beaucoup plus facile à réaliser, parce qu'en fait, il doit y avoir un vote au Parlement européen, un vote au Conseil, mais non pas à l'unanimité, à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que les États qui votent pour représentent au moins 55% du nombre des États membres et 65% du total de la population de l'Union européenne, et il n'y a pas de vote par les parlements nationaux. Du coup, on zappe les parlements nationaux, mais ça n'a pas l'air très démocratique ce que tu décris. Pourtant, c'est une méthode qui a déjà été utilisée par le passé. Tout à fait. En fait, ce qui se passe avec cet accord intérimaire, c'est que s'il est ratifié, il peut s'appliquer temporairement dans l'attente que les parlements nationaux ratifient en fait le deuxième texte, l'accord qui concerne les compétences nationales. C'est peut-être plus parlant avec un exemple. Donc, on a l'exemple du CETA, donc cet accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Canada. Cet accord, il s'applique à 99% depuis 2019 parce que justement, il a été scindé en deux. Il y a eu un accord intérimaire avec tout le volet commercial qui a été ratifié. Et on attend toujours que les parlements nationaux des 27 États membres se prononcent sur la ratification des 10% restants de l'accord, sur le deuxième texte. Et c'est justement ce qui a suscité beaucoup de critiques au Sénat l'année dernière, parce qu'en fait, le gouvernement français qui n'est pas opposé à l'entrée en vigueur de cet accord commercial avec le Canada, fait tout son possible pour faire traîner en fait la présentation du projet de ratification des 10% restants devant le Sénat. Parce qu'en fait, si jamais un Parlement national s'oppose à la ratification du texte concernant les compétences nationales, ça fait tomber tout le reste de l'accord. Donc, et aussi l'accord intérimaire. Donc là, ça ferait tomber tout le volet commercial de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui s'applique temporairement depuis 2019. Donc, si on revient maintenant sur l'accord Mercosur, on va d'abord regarder du côté du Conseil européen si ça peut passer. On l'a dit, on l'a répété, la France, pour le moment, ne veut pas de l'accord, mais elle est aussi un petit peu seule dans ce combat. C'est ça, Arthur ? Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on le voit au Conseil, il y a véritablement un camp pour la ratification qui a gagné en importance au cours des dernières années. Aujourd'hui, dans le camp donc là, on a notre simulateur, on voit que tous les États sont contre. Voilà, il faut plutôt les passer pour. En fait, aujourd'hui,
l'équilibre des forces au Conseil, c'est que la France est opposée à la ratification en l'état de l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas opposée au concept d'un accord commercial avec le Mercosur, mais elle considère que le texte actuel est beaucoup trop dangereux, notamment pour le secteur agricole. On a aussi l'Autriche qui est contre. Il y a récemment la Pologne qui a rejoint le camp contre. Alors ça, c'est intéressant parce que en fait, ça a été présenté comme une prise de guerre de la France qui aurait réussi à convaincre Varsovie de changer sa position. C'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que la Pologne est dans un contexte très particulier au sein de l'Union européenne parce qu'elle est l'un des premiers États les plus soumis à la pression des importations agricoles provenant d'Ukraine. On a aussi la Belgique qui, du fait de dissensions au niveau fédéral, devrait a priori s'abstenir. Et en fait, on voit que ça, concrètement, cet équilibre-là n'est pas suffisant pour empêcher le camp pour d'atteindre la majorité qualifiée. En fait, ce que vont essayer de faire ces États, c'est de cibler certains pays pour essayer de constituer ce qu'on appelle une minorité de blocage, c'est-à-dire un groupe suffisant, non pas pour renverser tout le vote, mais au moins empêcher les États pour d'atteindre la majorité qualifiée. Et donc là, on voit que cette stratégie, elle peut porter ses fruits, on n'est pas très loin. Et en fait, elle met surtout un État dans une véritable position de force, c'est l'Italie de Giorgia Meloni, puisque si l'Italie venait à voter contre, en fait, il serait impossible pour les autres États, on le voit ici, ensuite d'atteindre la majorité qualifiée. Du côté de l'Italie, c'est un petit peu particulier parce que ces dernières semaines, c'était un petit peu compliqué de voir clair dans leur position. Il y avait certaines divergences en fonction de qui prenait la parole entre le ministre de l'Agriculture et le ministre des Affaires étrangères. Finalement, selon les sources qu'on a contactées, ce qui s'est un petit peu clarifié au fur et à mesure des derniers jours, c'est que la position de l'Italie est la suivante. Rome n'est absolument pas contre le principe de l'accord commercial avec les pays du Mercosur, mais elle pense qu'il faut encore d'autres garanties pour s'assurer qu'il n'aura pas de conséquences trop néfastes pour l'agriculture. Donc, ça peut donner à Giorgia Meloni le pouvoir de négocier des choses sur le Mercosur, mais peut-être aussi le pouvoir de s'en servir comme un levier de négociation dans des dossiers qui n'ont absolument aucun rapport. Du coup, j'en profite pour te poser la question de Jean-Marie Serroni qui est tombé dans le chat. Question très courte. Est-ce qu'une minorité de blocage, est-ce que c'est réaliste ? C'est très difficile de le dire aujourd'hui. On le voit, ça peut tenir vraiment à un État. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, donc pour l'Italie, on peut se dire que ça va dépendre surtout de ce que la Commission européenne va être prête à modifier pour satisfaire ses préoccupations sur l'agriculture, sachant que la Commission européenne a déjà dit que c'est le texte final, il ne bougera plus, donc elle a l'air quand même peu ouverte au dialogue là-dessus. Mais en fait, peut-être qu'elle pourra convaincre Giorgia Meloni de changer sa position si elle lui donne des gages sur d'autres dossiers. Et c'est important de voir que c'est pas le cas uniquement de l'Italie, c'est aussi le cas de la Pologne, par exemple. La Pologne qui voit vraiment, qui va essayer de faire un lien, en fait, avec d'autres négociations commerciales qui vont débuter bientôt, qui sont les négociations pour réviser, l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, ce qui est un sujet très important et qui va en fait s'accélérer jusqu'à juin 2025, puisque c'est normalement à ce moment-là que la Commission européenne espère réussir à faire adopter sa proposition de révision de l'accord commercial avec l'Ukraine. Question complémentaire de Christian Spiegeler. La France peut-elle être réellement menaçante vis-à-vis de la Commission sur le Mercosur alors qu'elle est en quête de mansuétude de la part de Bruxelles sur sa situation financière budgétaire ? Est-ce que la France est en position de faiblesse aussi à cause de ça ? Alors oui, clairement, on a l'impression que c'est pas le bon moment pour négocier et surtout que, en fait, sur le Mercosur, la Commission européenne semble assez convaincue qu'elle a la capacité d'avoir suffisamment d'États avec elle pour obtenir cette majorité qualifiée et surtout en fait oui, elle a dit dès le début que ce qui était
quand même assez important, c'est que par rapport à 2019, où assez vite, il y a plusieurs États, notamment l'Allemagne, mais aussi la France, qui ont fait part de leurs préoccupations, ce qui a contraint la Commission européenne à revenir à la table des négociations pour modifier des choses. Là, la Commission européenne, dès qu'elle nous a présenté, dès qu'elle nous a annoncé la conclusion des négociations, nous a dit, écoutez, c'est le texte final, c'est à prendre ou à laisser. Donc, la France peut essayer d'obtenir des choses en dehors du texte de l'accord commercial, mais ça va être très difficile. Et à mon avis, vu sa position de faiblesse, en particulier justement par rapport à son budget, qui est dans une situation de plus en plus critique, elle a plutôt intérêt à essayer ce sera plus facile pour elle d'aller essayer de convaincre des États de s'opposer à l'accord plutôt que d'obtenir des choses auprès de la Commission européenne. Alors, on a parlé du Conseil, on a fait un point, je crois, assez complet sur la situation, mais il faut aussi que le Parlement européen donne son feu vert. Et de ce côté-là, on a des eurodéputés qui commencent déjà à montrer les dents. Exactement. En fait, ce qui est très intéressant au Parlement européen, c'est que sur la question du Mercosur, on ne va pas du tout être dans une opposition classique entre les groupes de gauche et les groupes de droite. En fait, il n'y a que 2 groupes politiques qui sont vraiment unanimes sur la question. C'est le groupe La Gauche et le groupe des écologistes, qui, eux, sont unanimement contre la ratification. Pour tous les autres groupes, en fait, la position des eurodéputés va pas dépendre de leur appartenance au Parti populaire européen, aux socialistes, au groupe Renew, mais vraiment de dynamique nationale. On a l'exemple, par exemple, au sein du Parti populaire européen, la délégation française est farouchement opposée à la ratification, tandis que la délégation allemande pousse pour la ratification. Et donc en fait, ce que font déjà les eurodéputés français, mais aussi les eurodéputés belges francophones, c'est qu'ils essayent d'aller convaincre d'autres délégations. Et donc ils ont une stratégie qui est assez logique, c'est qu'ils visent en particulier les eurodéputés qui sont donc polonais ou italiens, puisqu'ils se disent que a priori les préoccupations exprimées au niveau gouvernemental doivent aussi se retrouver chez les eurodéputés. Et on a vu au cours du mois de décembre que par exemple le groupe des écologistes a organisé des réunions pour essayer de partager ces arguments auprès des autres eurodéputés. Il y a un symptôme assez intéressant quand même, parce que il y a quelques années, il y avait beaucoup d'eurodéputés qui nous disaient si le projet d'accord devait être présenté là aujourd'hui devant le Parlement européen, il passerait a priori sans encombre. Là, on sent qu'il y a un petit changement, alors qui est aussi alimenté par la position des eurodéputés contre, qui veulent essayer de convaincre, de montrer que c'est possible de s'opposer à cet accord. Un symptôme intéressant, c'est qu'en décembre, il y a eu un vote en plénière qui avait peu de valeur juridique, en fait, qui était sur un texte qui n'avait aucun rapport concernant l'autorisation de mise sur le marché européen d'OGM. Et il y a un groupe, je crois, d'extrême droite qui a ajouté 3 propositions d'amendement concernant, en fait, juste une déclaration pour dire on s'inquiète de telles importations provenant du Mercosur. Ces 3 amendements, ils ont été rejetés en plénière, mais ils ont été rejetés seulement à une quinzaine de voix près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, voilà, le vote est loin d'être décidé. Et surtout, à mon avis, la Commission européenne doit faire attention à ne pas se tirer une balle dans le pied, puisque ça fait plusieurs semaines que son attitude vis-à-vis des eurodéputés est très critiquée, même au sein parmi les eurodéputés qui sont très pro-libre-échange, puisqu'il lui est reproché d'avoir un fonctionnement très opaque, d'avoir partagé très peu d'informations pendant les négociations avec les États du Mercosur, et aussi de régulièrement refuser de répondre aux questions des parlementaires. Oui, donc un début de fronde du côté du Parlement à suivre, évidemment. Alors, pour terminer ce contexte live, et avant de prendre peut-être les toutes dernières questions, pour la dernière partie, on va se poser la question des conséquences de l'accord pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et Anna, on peut dire que les mesures qui sont prévues dans l'accord vont faire des gagnants et des perdants. Oui, alors Yann, je vais pas revenir sur le fameux débat voiture contre viande, mais déjà dans l'agroalimentaire, il y a des distinctions qu'on a remarquées. D'un côté, il y a clairement les vins, les spiritueux et les fromages, en tout cas les produits laitiers très transformés, et de l'autre, il y a la viande, donc en partie le bœuf et la volaille, qui vont être fortement impactés par les nouvelles importations. Exactement. Alors, je vais pas vous redonner les chiffres que
Arthur vous a donné en début de live. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que pour les spiritueux et le vin, la Commission européenne elle a affirmé que le secteur des vins et des spiritueux devrait être l'un des grands gagnants de l'accord avec le Mercosur grâce à une réduction des droits de douane, si vous voulez noter, à moins 27% pour les vins et entre 20 et 35% pour les spiritueux. Et en fait, j'ai vu une petite question de Jean-Marie Serroni dans le chat, auquel on pourra d'ailleurs échanger par mail là-dessus, sur l'argument qu'ont utilisé la FNB et l'IDEL sur le fait que la loyau serait la partie de la viande qui serait majoritairement... Alors FNB, juste on va rappeler pour les non-spécialistes. La Fédération Nationale Bovine, voilà. Et qui dit que la loyau serait la partie majoritairement importée du coup des pays du Mercosur. Et je me suis fait une petite fiche là-dessus. Et en fait, ces syndicats se basent sur une crainte qui est chiffrée aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a 400 000 tonnes d'équivalent carcasse d'aloyaux qui sont issus du cheptel allaitant et qui sont importés chaque année. Et donc, effectivement, si on ne limite pas ce chiffre-là, eux, ils ont peur que ce soit... il y ait une explosion qui soit faite parce que pour les pays du Mercosur, cette partie représente un faible coût de production, alors que pour nous, en France, il y a un coût important de production, parce que c'est pour ça qu'on les appelle les parties nobles, c'est que c'est, entre guillemets, les meilleures parties de la viande qu'on peut retrouver dans l'araignée, dans le rumsteak. Et donc, il risque d'y avoir une forte concurrence entre les pays du Mercosur et voilà, et la viande sur... Du coup, se pose la question de la réaction des lobbies du secteur. Là, on a vu que tu as commencé à découper nos pauvres vaches en plusieurs morceaux. Si on prend justement cette filière bovine, ça va pas être forcément facile de trouver une position commune à défendre avec tout ça. Exactement. Et en fait, ce cas s'est produit notamment dans l'interprofession des produits laitiers qui s'appelle le CNIEL. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette interprofession, elle est constituée de 5 collèges. Il y a le collège des exploitants, donc des agriculteurs qui élèvent eux-mêmes du bovin et qui, du coup, sont considérés par les deux aspects de l'accord. Et il y a le collège des industriels laitiers, qui est représenté par la FNIL et qui donc défend des boîtes comme Saventia et Lactalis, qui sont déjà très implantés en fait dans les pays d'Amérique du Sud et qui font déjà du commerce avec ces pays-là. Et justement, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en vous disant que le fromage allait être avantagé par cet accord-là, c'est qu'ils vont pouvoir exporter en grande quantité. Et donc, il y a une espèce de complexité au sein, par exemple, de cette interprofession, parce qu'on veut défendre à la fois les agriculteurs et en même temps, d'un point de vue industriel, d'un point de vue des entreprises comme Savencia et comme Lactalis qui sont des entreprises qui ont un fort chiffre d'affaires en France, ils ont tout intérêt en fait à pousser pour cet accord-là. Et quand j'ai échangé avec François-Xavier Huard, qui était le président de la FNIL, et Pascal Lebrun, qui, je vous le rappelle, est le président de l'interprofession des produits laitiers, donc le CNIEL, les deux étaient dans une position assez délicate parce qu'évidemment qu'ils défendent d'un côté, ils comprennent la colère. Il faut exprimer sa solidarité envers les agriculteurs, c'est un peu indépassable. Indépassable, mais en même temps, d'un point de vue économique, en tout cas pour la FNIL, c'est compliqué d'être pleinement contre le Mercosur. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté, Arthur vous en parlera davantage, mais c'est qu'à l'échelle européenne, dans leur fédération européenne qui s'appelle EDA, c'était finalement beaucoup plus simple pour eux de se montrer pour l'accord du Mercosur. Et ils ont même signé des pétitions disant qu'ils voulaient aller plus vite dans la ratification de cet accord-là. Tu confirmes ça, Arthur? On retrouve ces difficultés pour les lobbies au niveau bruxellois? Ils ont du mal à se positionner? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a très bien expliqué Anna, c'est qu'au niveau français, on constate une certaine solidarité agricole, c'est-à-dire que même les secteurs qui peuvent être considérés comme des produits offensifs parce qu'ils ont beaucoup plus intérêt à la signature, à l'entrée en vigueur, de l'accord avec les pays du Mercosur, parce que ça leur donnerait des débouchés économiques très importants, finalement se font assez discrets et décident par respect, pour en fait les autres secteurs agricoles qui eux sont plutôt des produits sensibles, c'est-à-dire que l'entrée en vigueur de l'accord commercial avec les pays du Mercosur pourrait représenter pour eux l'arrivée d'une nouvelle concurrence exacerbée. Et en fait, il y a un exemple qui je trouve
qui est assez important, c'est qu'en fait, cette solidarité agricole, elle n'est pas vraiment en vigueur au niveau européen. Il y a effectivement beaucoup d'organisations agricoles européennes qui militent, qui manifestent, même dans les rues de Bruxelles, contre la ratification de l'accord. On peut citer le COPA-COGECA, il y a aussi des représentants de l'agriculture paysanne, de l'agriculture biologique qui sont mobilisés depuis plusieurs années. Mais ensuite, on voit que secteur par secteur, on a par exemple des représentants des vins et spiritueux qui, en fait, signent aux côtés, par exemple, de représentants de l'industrie automobile ou de la grande distribution, des appels à ratifier rapidement cet accord avec le Mercosur. Alors, je crois que la Commission européenne tente d'anticiper justement les difficultés de certains agriculteurs. On a vu que ce n'était pas forcément tous qui étaient concernés. Et il y a l'idée de mettre 1 milliard d'euros sur la table pour peut-être aussi faire accepter la ratification de l'accord. Exactement. En fait, ce que la Commission européenne explique depuis plusieurs années, c'est que déjà le texte de l'accord prévoit une double protection, dans le sens... selon elle, les quotas qui ont été négociés pour les importations de produits agricoles sensibles sont très faibles. On l'a vu avant. Je vois que dans le chat, on a mentionné, donc nous, on a mentionné surtout le bœuf et la volaille, mais il y a effectivement aussi le sucre, il y a aussi l'éthanol, il y a aussi beaucoup d'importations de soja, par exemple, qui sont prévues. Selon la Commission européenne, il y a un premier niveau de protection parce que ces quotas sont faibles, qui est assorti d'une double protection, qui est en fait une clause de sauvegarde, c'est-à-dire un mécanisme qui est dans le texte de l'accord, qui en fait permettrait à l'Union européenne de décider de suspendre les importations d'un produit en particulier lorsque, dans le cas où en fait il aurait des conséquences économiques beaucoup trop importantes et beaucoup trop négatives pour l'Union européenne. Et elle assure que ce mécanisme pourrait être activé même si ces distorsions économiques ne concernaient qu'un seul État membre. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve en ce moment avec l'exemple des échanges commerciaux avec l'Ukraine. Et donc, en plus de ça, de cette double protection, après avoir longtemps démenti cette information, la Commission européenne a finalement annoncé un petit peu discrètement qu'elle prévoit aussi un fonds de compensation de 1 milliard d'euros qui, elle assure que selon elle, il n'aura jamais besoin d'être activé puisque l'accord est déjà très solide, mais qui en fait pourrait être activé pour soutenir les agriculteurs affectés négativement par les conséquences de ces échanges commerciaux. Le problème, c'est que ce fonds de compensation de 1 milliard, il est encore très flou. On ne sait pas qui pourrait en bénéficier, comment serait-il activé, et surtout, en fait, il n'est pas prévu dans le texte de l'accord commercial avec le Mercosur. C'est l'Union européenne qui devra décider de ça de son côté, et en fait, cet argent, il sortira pas de nulle part. Ça va être très long de décider ça, sachant qu'on va lancer en 2025 les négociations sur le cadre financier, le nouveau cadre financier pluriannuel, qui s'annonce très longue et donc et aussi très difficile. Et donc en fait, peut-être que au moment du vote pour la ratification, que ce soit au Parlement européen ou au Conseil de l'Union européenne, on aura finalement peu de certitudes et peu d'informations sur à quoi ressemblera ce fonds de compensation. Justement, on a une question de Lola Puy-Raymond dans le chat qui parle d'un financement de 1,8 milliard d'euros et pas juste 1 milliard destiné à soutenir les transitions écologiques et numériques qui auraient été annoncées par l'Union européenne. Elle demande si on a des informations sur l'origine du financement. Est-ce que c'est des nouveaux fonds ou des fonds réaffectés? Est-ce qu'il est géré par la Commission européenne ou structuré? Donc, beaucoup de questions. Est-ce qu'il s'agit du même fonds à 1,8 milliard d'euros? Est-ce que tu as arrondi à 1 milliard ou est-ce que c'est encore un autre fonds? Pour moi, c'est encore autre chose. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Le fonds de 1 milliard pour l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de séparé. Ce fonds de 1,8 milliard, il me semble effectivement qu'il a aussi été annoncé, mais que je ne suis pas sûr en fait qu'il figure dans le texte de l'accord et je pense qu'il est dans la même situation que le fonds pour compenser les agriculteurs, dans le sens où en fait il faudra que la Commission européenne décide de son côté de créer cette enveloppe. Donc ce sera à suivre dans les briefings de contexte agro, évidemment. Il y avait aussi une question sur... Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, parce que vous avez été nombreux
Peut-être que je peux prendre une remarque qui était intéressante, Yann. Et en gros, si je résume l'esprit de la question, Arthur, c'était comment se passe le débat dans les autres pays de l'Union européenne. On n'a pas beaucoup parlé de la France. On a vu aussi comment se positionner un peu les différents lobbies. Mais est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on discute de cet accord, ou est-ce que d'autres opinions publiques et d'autres mondes politiques se sont saisis du sujet? Tout à fait. En fait, c'est un sujet de préoccupation, je pense, qui se répand dans plusieurs États membres. On a des exemples très proches d'ici, en Belgique, justement, où du côté wallon, il y a une opposition une opposition à la ratification qui est assez évidente. Mais en fait, du côté flamand, c'est moins clair. Donc, pour l'instant, la Belgique devrait a priori s'abstenir. Mais en fait, on voit que c'est un sujet de débat partout, qui est surtout porté avec l'angle agricole. C'est particulièrement le cas en Irlande, c'est le cas aux Pays-Bas, qui sont deux pays qui expliquent qu'ils attendent encore d'avoir terminé leur analyse du texte pour prendre une position claire, mais dont on avait entendu quand même ces derniers mois, ces dernières années, des préoccupations sur les conséquences agricoles du texte. C'est aussi le cas en Italie, où les syndicats agricoles sont très mobilisés pour faire remonter au gouvernement leurs préoccupations. Et c'est encore plus le cas, à mon avis, en Pologne notamment, et dans d'autres pays limitrophes de l'Ukraine, puisque ces États ont vraiment été en première ligne de ce qu'on a nommé la libéralisation des échanges avec l'Ukraine, qui ont en fait qui a donné une situation très compliquée avec des importations agricoles en provenance d'Ukraine sur différents produits, notamment des produits qui sont aussi des produits sensibles dans l'accord avec le Mercosur. Je pense au sucre, je pense à la volaille. Ces États ont déjà été exposés à une situation très difficile pour leur marché agricole, et donc là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les syndicats agricoles polonais, par exemple, qui ont manifesté à plusieurs reprises en décembre pour demander au gouvernement polonais de manifester son opposition à la ratification, ce qu'il a fait quelques jours plus tard. Merci Arthur, c'était très clair. Tu étais beaucoup sollicité pendant ce live, mais tu t'en es très bien sorti. Merci en tout cas pour vos questions, commentaires et réactions. Merci aussi à Samuel qui assure la régie en face de moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous rappelle que vous pouvez prendre un essai et vous allez recevoir tous les matins les briefings de contexte agro et peut-être même aussi ceux de contexte environnement si vous voulez. Vous pouvez contacter nos journalistes à rédaction.agro@context.com, rédaction.agro@context.com. On attend vos scoops, les premiers scoops de 2025 et aussi évidemment les documents exclusifs. Vous savez que on aime les publier et les analyser. Pour terminer, vous allez recevoir un email avec un lien vers un questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous aide dans l'organisation de ces contextes live. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Et je vous dis à bientôt pour d'autres rendez-vous en direct de Contexte.